Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire dont l'objet est justement de parler de l'IA et du CRM au sein du secteur du retail et du e-commerce. Donc pour cela, nous allons parler et échanger avec un partenaire, Optimove, que je vais laisser se présenter juste après. Mais juste avant, donc je suis Cyril Fleuret, je vais animer cette session où on va parler une trentaine de minutes de différents sujets. Donc déjà, on va faire l'état des lieux des stacks marketing, des différentes typologies de solutions que nous pouvons trouver sur le marché. Nous allons également parler des défis que rencontrent les commerçants et les retailers. Et enfin, on va également faire un lien entre le CRM et l'IA au travers de ces deux points précédents. Donc, ce que je propose, c'est de présenter Optimove, donc un éditeur israélo-américain. Je te laisse te présenter. Merci Cyril. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Rémus, en charge du lancement d'Optimove sur le marché français. Bonjour à tous, Benoît, j'accompagne Jérémy sur le lancement d'Optimove en France. Et bonjour à tous, je suis Joseph Boisseau et je suis responsable de l'offre data chez Vesso et j'interviens aussi en mission de conseil, notamment sur du cadrage dans le cadre de mes activités chez Vesso. Alors, je vais très rapidement présenter Vesso, puis bien évidemment, je laisserai soit Benoît, soit Jérémy présenter Optimove. Donc, Vesso, c'est une agence digitale de 80 personnes. Nous sommes basés à Paris, avec un rayonnement européen. Nous travaillons principalement sur tout le customer journey du client. Donc, on travaille sur l'acquisition, la partie génération de trafic. On va travailler sur la conversion via notre BU Experience client. On va également être sur la partie fidélisation à travers le déploiement et le run des campagnes autour des outils de marketing automation. Et transversalement à tout cela, nous avons également la data qui est omniprésente. Donc, nous intervenons aussi bien auprès de distributeurs groupés du type Carrefour, du type Général d'Optique par exemple, ou également des entreprises plutôt en mode coopératif comme Atoll, Chris ou Leclerc Voyage. Et puis bien évidemment des pure players comme Cdiscount. Je te laisse Jérémy présenter Optimove. Oui, bien volontiers. Donc Optimove, il s'agit d'une société qui a été créée initialement en 2009. À l'origine, notre positionnement était plutôt orienté data science. L'idée étant de pouvoir tirer un maximum de valeur de la donnée de nos clients. Et puis il y a eu en 2012, il y a une dizaine d'années un pivot qui a été fait et la plateforme SaaS est née. Et donc aujourd'hui, c'est une plateforme marketing qui regroupe data, IA et CRM, et cela au service des annonceurs. Très bien. Écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par toi, Joseph. Est-ce que tu peux nous brosser rapidement ce qu'est un état des lieux des différentes solutions qu'on peut retrouver dans une stack marketing d'un retailer ou d'un e-commerçant? Ben, tout à fait. Alors, pour ne pas faire une liste à la Prévert, je vais essayer de les catégoriser un petit peu. Donc, on a vraiment tout en haut, sur la partie tracking et sur la partie collect, tout un tas d'outils du type outils analytics ou TMS, qui se chargent évidemment en amont de la collecte de la donnée digitale et navigationnelle. Ensuite, on a la partie plus activation de cette donnée, comme peuvent l'être notamment les outils de marketing automation, ou également tout ce qui est ad server, ou également enfin tout ce qui est outils de CRO, outils de personnalisation de contenu du site ou des annonces. On a également toute une partie plus transversale dont les CDP diverses et variées, également tout ce qui est outils de fidélisation. Et enfin, on va dire un petit peu, on a une catégorie un peu à part qui sont les gros stacks Martech, justement, qui comme peuvent l'être des Salesforce ou des Adobe, qui évidemment regroupent un petit peu toutes ces solutions-là. D'accord. Tu parlais justement des CDP, c'est un sujet plutôt d'actualité là depuis 2-3 ans. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus préciser les différents types de CDP qu'on peut rencontrer sur le marché? Oui, effectivement, c'est vrai que le CDP aujourd'hui c'est devenu un mot très à la mode et il y a beaucoup de CDP, effectivement, il y en a plus de 200 sur le marché. On a, pareil, on va reprendre un peu les mêmes typologies, mais on a toutes celles qui sont orientées plus collecte de données navigationnelles, donc les ex-TMS. On a toutes celles qui sont pareilles, qui étaient plutôt orientées sur la partie activation, notamment les anciennes DMP.
On a celles qui sont plutôt sur la gestion du contenu, les anciens CMS. Et on a aussi une typologie, on va dire, plus back-office, dont le travail principal, c'est de réconcilier toutes les bases clients, toute la donnée client qu'on a au sein de l'organisation, qui sont plutôt des RCU-like, donc en tout cas dont c'est le cœur de métier initial. D'accord. Je vous remercie. Jérémy, justement, par rapport à ce que vient de décrire Joseph, où se positionne finalement Optimove en termes de réponse? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la plateforme Optimove est relativement riche, relativement complète, et donc on ne rentre pas dans une seule case. Ça va nous permettre de pouvoir délivrer de nombreux use cases à valeur pour les équipes marketing. Maintenant, s'il fallait donner des acronymes, parce que c'est un peu le milieu dans lequel on est, il y a des acronymes pour tout. Donc évidemment, on coche la case de la partie CDP, on peut délivrer ces use cases-là. On peut également délivrer donc, des use cases. Alors là, je vais citer un autre acronyme qui a été de mémoire évoqué par Gartner en premier lieu, le MMH, pour Multi-Channel Marketing Hub. Autrement dit, Marketing Automation, donc rien de bien nouveau sous le soleil en vrai. Mais nous cochons également cette case-là. Donc la plateforme permet de délivrer ces use cases Marketing Automation. Également un autre acronyme, un DXP, pour les plateformes d'expérience, de personnalisation temps réel. La plateforme couvre également ces usages-là. Et puis pour finir, le métier historique que j'évoquais précédemment, donc autour de la data science as a service, reste un cœur d'activité important pour nous. C'est un très bon moyen, donc encore une fois, d'aider nos clients annonceurs à tirer de la valeur de leurs données. Et tout est modulaire. Donc on peut très bien couvrir certains use cases et pas d'autres, ou bien couvrir la totalité de ceux que je viens d'évoquer. D'accord. Et justement par rapport au secteur que nous privilégions aujourd'hui, qui est donc les e-commerçants et les distributeurs, est-ce que Optimove a pu le déployer dans ce type de secteur d'activité? Alors oui, tout à fait, mais pas que. Il se trouve que historiquement, nous avons, c'est les circonstances qui ont fait cela, mais nous avons donc une empreinte très très forte dans tout le secteur des jeux d'argent, donc casino, paris sportifs, casual gaming, loterie. Nous sommes, je pense on peut le dire, le leader mondial dans ce domaine-là, c'est près de la moitié de nos références. Mais également donc, dans le retail, dans le CPG, je pense à des clients comme Staples, comme SodaStream, dans l'e-commerce bien sûr, avec Jabra, avec Moscot, et puis donc beaucoup d'autres clients, dont notamment Troupi, client donc, que nous avons en commun, puisque vous êtes le partenaire de Troupi, et Troupi est équipé de la technologie Optimove. Parfait. Merci bien. Alors, par rapport à ces différents challenges que maintenant je vous propose d'étudier, puisque les retailers, effectivement, depuis le confinement, ont été confrontés à des hauts et des bas en fonction de si c'était plutôt distributeur ou plutôt e-commerçant. Joseph, est-ce que tu peux nous présenter les principaux défis auxquels sont confrontés les retailers, notamment avec l'arrivée de l'IA qui explose actuellement? Ouais. Alors, tu évoquais le contexte. Donc effectivement, déjà, d'un point de vue de contexte, on est face à une activité qui est particulière, puisqu'il y a eu, comme tu l'évoquais, le Covid, il y a eu un gel à un moment de tous les investissements médias, voire une diminution. Donc dans ce contexte-là, il y a le besoin de rationaliser, de faire plus avec moins ou avec pareil. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que depuis quelques années, mais là, c'est à un niveau élevé, on va dire que les gens ont pris conscience de l'enjeu lié à leur data, à la collecte de données personnelles. Donc finalement, il y a moins de data collectée d'une certaine manière. Donc on va dire moins de budget, besoin de rationaliser, plus moins de data collectée, avec un enjeu toujours le même, toujours plus fort avec la concurrence actuelle, qui est d'avoir une vision omnicanale, unique, d'avoir cette vision omnicanale pour derrière faire de la segmentation avancée sur l'ensemble du tunnel du consommateur pour, quel que soit le canal d'activation, utiliser toute cette donnée de manière transversale. D'accord. Benoît, par rapport à ces défis ou ces challenges, c'est quoi la réponse d'Optimove? Alors, Optimove, en fait, comme le disait Jérémy tout à l'heure, on ne cause pas qu'une seule case. Donc, en fait, on permet déjà, de rationaliser, puisqu'on est en capacité de pouvoir
couvrir une multitude de use cases qui vont à la fois de l'accès à la data, donc ça répond à un des challenges que citait tout à l'heure Joseph, de comment avoir une meilleure connaissance de ses clients et d'avoir toute cette donnée à un seul et même endroit. Deux, de pouvoir facilement segmenter cette donnée-là sans avoir besoin de passer par soit des moteurs de requêtes SQL ou autres, et donc à la main des métiers de pouvoir faire cette fameuse segmentation-là. Et puis, étant donné qu'on a également toute la couche d'orchestration, d'activation, d'exécution, dans la même plateforme, en fait, un marketeur peut facilement passer de l'idéation à de l'exécution d'une campagne en 3 clics, tout simplement. Créer un segment d'audience, créer une campagne, créer un parcours, donc d'être en capacité d'être en multi-channel et donc de coller aux usages de leurs consommateurs. Et puis ensuite, derrière, bien évidemment, d'exécuter et de mesurer les performances de chacune des campagnes et donc d'être encore plus performant, surtout en cette période de crise où justement un euro investi doit générer plus qu'un euro en termes de retour. Voilà. Si tout va bien. Justement, en parlant de générer, on va arriver au use case. Quels sont, en tout cas par l'expérience que tu peux avoir au travers Faisceau notamment, quels sont les use cases principaux qui sont publicités par les clients finaux? Alors je dirais qu'il y a déjà un use case préliminaire qui permettra les 3 suivants. Le premier, ça serait vraiment, encore une fois, d'unifier cette donnée, d'avoir une vision 360 du client, malgré les différentes problématiques qu'on a évoquées jusqu'avant. Et évidemment, dans le domaine du retail ou du e-commerce, souvent cette réconciliation, souvent entre le on, le off, le online, enfin bref, toutes les données principales, on va dire le CRM classique avec le digital, se fait souvent via l'ID de fidélité. Et ça, c'est, on va dire, le premier cas d'usage qui va permettre les autres après. Après, c'est tout ce qui est lié à l'activation CRM classique, notamment via les outils de marketing automation, mais en utilisant la donnée navigationnelle, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou en tout cas dans un outil de marketing automation classique. Il y a tout ce qui est personnalisation du contenu, CRO, etc. Mais pareil, d'habitude, les outils de CRO, souvent, c'est du pur navigationnel. Et là, on réintègre la donnée client qui est disponible au sein du groupe. Ça, c'est les principaux use cases qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Alors, donc là, effectivement, tout à l'heure, tu disais en introduction que nativement, c'est l'ADN d'Optimove de travailler autour de la donnée et vu le volume de données, de s'appuyer sur l'IA. En quoi l'IA peut répondre à ces use cases? Alors, il y a plusieurs niveaux, si je dirais, dans la plateforme où l'IA va intervenir, mais globalement, l'idée étant de pouvoir transformer le marketeur, entre guillemets, et le rendre, je parlerai de marketeur augmenté. Plus intelligent. Voilà, exactement. C'est faciliter la prise de décision, c'est aider à l'analyse de plus grands volumes de données et donc être en mesure de pouvoir prendre de meilleures décisions. Voilà, donc les 4 grands domaines donc, de fonctionnalités auxquels je pense. Le premier, donc, bien sûr, c'est de la connaissance client améliorée, donc tout ce qui va toucher donc, à l'analyse prédictive des données et être en mesure de pouvoir prédire et anticiper des comportements de clients. Donc la plateforme pourra fournir des scores de churn, des scores de valeurs futures qui pourront être directement utilisés par les équipes métiers, sans avoir à passer nécessairement par une équipe IT ou data science. Donc, meilleure connaissance client, meilleure orchestration, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure par Benoît, mais notre moteur d'orchestration permet également donc, une prise de décision intelligente pour pouvoir gérer quasi automatiquement, ça va dépendre de ce que le marketeur souhaite faire, hein, il a la main, mais quasi automatiquement affecter la meilleure campagne à l'instant T pour chaque consommateur, la meilleure campagne étant celle qui va davantage impacter le revenu, la lifetime value, gérer donc des conflits potentiellement d'éligibilité entre différentes campagnes à l'instant T. Voilà, donc ça c'est un grand second domaine. Un troisième domaine qui va être bien sûr la personnalisation. On reste dans le marketing digital. On sait que la personnalisation est clé si on veut maximiser justement les taux de conversion. Donc utiliser la data, davantage de data pour une meilleure personnalisation. On le voit notamment donc, dans une fonctionnalité qu'on appelle donc, l'ABN optimisé par l'IA dans notre plateforme. C'est juste un exemple. Et puis un dernier pan qui est assez original à ma connaissance, un assistant virtuel qui, donc, au sein de la plateforme, va quotidiennement, j'allais dire à chaque instant, mais à minima quotidiennement, effectuer des recommandations
pour le marketeur et donc justement pour l'aider à prendre de meilleures décisions. Donc l'assistant virtuel va scanner tous les jours, toutes les campagnes, tous les segments, tous les reportings et va constater un certain nombre de choses. Par exemple, une campagne qui surperforme ou qui sous-performe, un groupe de population qui est plus appétant que le reste à un message et donc aider le marketeur ensuite à réorienter ses décisions pour de meilleurs résultats. Benoît, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce lien entre le CRM et l'IA, ou en tout cas l'usage de l'IA au sein d'une problématique CRM? Ouais, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, l'IA a besoin de la data. Donc, il faut bien évidemment être en capacité de pouvoir mettre à disposition de la donnée à l'intelligence pour pouvoir tourner. Donc, d'où nous, on a un vrai différenciateur, c'est qu'on demande beaucoup d'historique de données. Parce que c'est en connaissant le passé, on en prédit l'avenir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite avec notre solution. Et puis ensuite, derrière, c'est qu'on peut, on top, rajouter également, exploiter la donnée par les data scientists des clients pour déterminer des scores vraiment dédiés à chaque problématique, comme des scores on va dire, d'appétence à des promotions, des scores d'appétence à des prix, des scores d'appétence ou de propension à un certain produit. Donc voilà, on peut rajouter de la data science as a service on top de la solution. Et puis, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, il y a de l'algo à tous les étages de la plateforme, puisque on a de l'algo au niveau de la donnée, de l'algo au niveau de l'orchestration, de l'algo aussi au niveau de la recommandation de contenu. Et puis, bien évidemment, on peut rajouter ensuite derrière de l'algo, puisque c'est pas une boîte noire. Et donc, justement, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que avec Optimo, vous avez aussi les capacités de pouvoir travailler on top de tout ça. Pour les entreprises qui disposent de data scientists et bien évidemment de data centralisées, ils peuvent tout à fait créer leurs propres algorithmes qui répondent à leurs besoins métiers et les automatiser au sein de la plateforme Optimo. Donc ça, c'est effectivement, c'est la vision de l'éditeur. Peut-être Joseph parlait de finalement d'un point de vue projet, comment on met en œuvre ce type d'usage de l'intelligence artificielle, d'une masse de données importante, de ce type de plateforme qui mélange effectivement la DXP, la CDP, le marketing automation, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue technique. Comment ça se passe? Alors oui, alors effectivement, souvent on oublie l'organisationnel et c'est important de le citer puisque il y a il y a tout un volet presque politique, puisque souvent c'est des projets. Encore une fois, unifier la data au sein d'une seule et même organisation, souvent de belle taille, ça nécessite de faire travailler des différentes personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas forcément des objectifs business communs. Donc ça, c'est déjà un gros sujet. Et il y a toute la partie liée à la montée en compétences des différentes équipes, puisque il y a aussi la conduite au changement. On va dire, on a nos habitudes, on a l'habitude de travailler avec tel ou tel outil, tel ou tel KPIs. Comment on fait derrière pour aller plus loin? Donc ça, il faut le prévoir, une conduite au changement, une formation, une prise en main de l'outil. Donc ça, c'est vraiment deux sujets vraiment importants. Trouver un sponsor haut, transverse, et derrière, rassurer sur l'accompagnement au changement. D'accord. Alors, effectivement, cette dimension organisationnelle est très importante. D'un point de vue plus technique, est-ce que tu peux peut-être rajouter également sur quelques étapes? Bien sûr. D'un point de vue technique, comme on disait tout à l'heure, il y a toute la partie finalement collecte de la data. Donc cette data, il faut qu'elle soit qu'il y en ait en quantité, qu'elle soit collectée. Donc il y a toute la partie justement liée aux problématiques de RGPD, liées aux problématiques de wall garden, c'est-à-dire de jardins clés, clos, où de plus en plus l'achat média se fait dans des plateformes fermées. Comment on fait avec ces deux problématiques-là? Pour collecter de la donnée en suffisamment grand nombre, justement pour nourrir l'intelligence artificielle, et en termes de qualité de cette donnée, comment on fait en sorte que justement les outils soient des outils performants dans la collecte, dans la granularité de la donnée collectée, parce que si c'est de la donnée trop macro, on ne va pas être en capacité de la segmenter, et surtout la capacité aussi de relier les différents outils les uns avec les autres pour avoir un référentiel data unique, commun à toute l'organisation, pour derrière pouvoir l'activer. Alors là-dessus, le client et le partenaire, l'agence, ne sont pas seuls. Benoît,
il me semble que votre équipe data aussi est très présente dans cette phase amont qui est centrale dans la réussite du projet. Tout à fait en fait. Comme on le disait tout à l'heure, la data c'est le nerf de la guerre et en fait on a bien évidemment un accompagnement de la part de nos équipes de data analyst, data scientist, data engineering qui vont travailler en partenariat avec le client et son partenaire pour je dirais, détecter des potentielles anomalies, des potentielles erreurs ou pas sur la data pour que cette data qui soit ensuite derrière ingérée quotidiennement dans la plateforme soit de qualité. Donc en effet, il y a un gros travail sur cette partie données. On travaille bien évidemment sur de la donnée à la fois qu'on appelle chez nous en batch, donc c'est toute la donnée froide, donc l'historique de données, la donnée CRM et autres. Et puis bien évidemment toute la partie données temps réel. Donc on met également donc données chaudes, exactement, merci Cyril. Donc on met à disposition, je dirais, tout ce qui est tag, JavaScript, SDK, etc. pour collecter de la donnée, ou on peut le faire aussi en serveur to serveur, aussi qu'aujourd'hui avec les problématiques d'RGPD. C'est des choses qui commencent à être de plus en plus plébiscitées. Et puis ensuite, derrière, une fois que toute cette donnée est à disposition et travaillée par rapport au modèle de données Optimove, puisqu'il y a un travail de mapping entre les deux bases. Et ça, bien évidemment, nos partenaires sont d'une grande aide pour faire en sorte que la donnée client mappe avec le modèle de données d'Optimove, pour qu'ensuite on puisse faire tourner nos algos. Et puis ensuite, derrière, toute la place, bien évidemment, entraînement, training. Training des algos d'un côté, mais également training des humains de l'autre, pour pouvoir utiliser la solution. Et puis bien évidemment, il y a un accompagnement aussi en aval, à la fois par le partenaire, puisqu'il faut également, je dirais, entretenir l'usage de la solution. Et on a également des équipes CSM qui sont là aussi pour aider et accompagner le client dans le quotidien, dans le day-to-day, parce que c'est bien beau d'acheter une plateforme, mais il faut aussi l'utiliser. Ah, clairement. Peut-être, Joseph, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie accompagnement, peut-être plutôt côté agent, j'ai envie de dire. Oui, clairement. On parlait de l'organisationnel, mais effectivement, il y a toute la partie amont au projet qui finalement va être ce qui permet de réussir finalement le projet, puisque, on parlait du sponsor évidemment, mais il y a toute la partie justement quand l'annonceur est en train de réfléchir, est en train d'identifier ses différents cas d'usage, est en train de sélectionner le bon outil. Nous, on intervient justement à ce niveau-là pour aider à avoir les idées claires. On a aussi, encore une fois, on est neutre. Encore une fois, on parlait de politique. Si c'est quelqu'un en interne tout seul qui prend cette décision, c'est pas la même chose que s'il y a une agence qui a l'habitude, qui a des références, qui a déjà déployé la solution, et qui intervient. Donc il y a toute cette partie effectivement identification des use cases qui est plutôt en amont, et puis après, il y a toute la partie, comme le disait Benoît, on la déploie, on fait les premiers cas d'usage, effectivement, peut-être dans le temps, on est capable de la faire évoluer, puisqu'on commence par les cas d'usage les plus simples, et d'ailleurs, ce qui est bien avec Optimove, et qui est assez rare sur le marché, c'est ce côté, grâce à l'IA, justement, l'ingestion de la donnée fait directement, et l'historique fait directement justement un travail de segmentation qui est finalement souvent est quelque chose qui retarde le lancement des premiers cas d'usage. Et effectivement, travailler avec Optimove là-dessus est un véritable délice. Ça va plus, tout à fait. Nous nous rapprochons tout doucement de la conclusion de cette session. Jérémy, par rapport à ce que nous avons échangé, notamment sur les usages de ZIA et notamment dans le secteur du retail, quels sont les retours concrets que vous avez tous les deux pu percevoir par rapport à vos propres clients? Alors c'est amusant parce que depuis qu'on échange avec un certain nombre d'annonceurs sur le marché français, on entend ça et là donc, des craintes que l'IA peut générer. Et ça me ramène des années en arrière, malgré le peu de cheveux blonds que j'ai, mais ça me ramène des années en arrière lorsque j'ai eu la chance de connaître l'aventure Neolan et où dans les premiers temps, l'email générait aussi ce type de crainte. Était-il vraiment nécessaire de devoir envoyer des emails alors que les campagnes papier c'était très bien. Et puis après ça, il y a eu les réseaux sociaux, et puis après ça, il y a eu d'autres canaux, et puis après ça, voilà, c'est le rythme de l'innovation digitale qui est en marche. Donc en fait, l'IA n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle étape pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir faire mieux.
Et c'est ce qui se retrouve en termes de résultats chez nos clients. Une meilleure lifetime value, on a des chiffres globalement, c'est plus 33% donc d'impact de CRM additionnel pour les clients les plus matures et qui utilisent le mieux donc la solution. Voilà. C'est davantage de productivité parce que lorsque vous avez un assistant virtuel qui tout de suite vous indique là où aller pour être pertinent et pour gagner en efficacité, forcément ça vous rend meilleur. Ce sont davantage donc, de conversion également. Donc voilà, des chiffres et des résultats plutôt probants, plutôt éloquents. Notre site web est très riche en la matière de use case client, donc n'hésitez pas à aller le consulter et puis télécharger tout ça. Mais globalement, je dirais que l'IA impacte très très directement l'efficacité des campagnes d'un côté, et puis de l'autre côté, ça a été évoqué précédemment, comme nous cochons donc plusieurs cases d'un point de vue donc use case, il y a un premier bénéfice très direct qui est la rationalisation en termes de coûts et d'efficacité. Lorsque vous passez de 4-5 outils à un seul, c'est assez rapide pour se rendre compte qu'on y gagne d'un point de vue ROI. C'est sûr. Benoît, peut-être nous expliquer, ou en tout cas nous partager quelques évolutions, un peu le futur de ce que pourrait être Optimove, l'IA et le CRM. Eh bien écoute, les évolutions, elles tournent autour de l'IA, et notamment de tout ce qui est génératif. C'est vrai que aujourd'hui c'est un peu GPT, ça devient le nouvel trigramme ou acronyme du moment. C'est déjà des choses qu'on a commencé déjà à embarquer, notamment on a une brique dans toute la partie template et gestion de contenu, on a une brique d'un assistant justement qui permet de pouvoir écrire à la place d'eux. Donc on embarque une brique de GPT, de chat GPT dans la partie content, et demain c'est toute la partie plutôt on va dire image qui va être également intégrée, et puis bien évidemment d'autres algos qui tournent qui vont être certainement enrichis pour pouvoir encore être meilleurs et en tout cas permettre aux marketeurs d'être encore meilleurs dans l'optimisation de leurs actions marketing. Donc voilà aujourd'hui les quelques grands volets d'optimisation et de développement de la plateforme. Disait Jérémy, ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Joseph, à ton avis, par rapport à la vision de ce type de projet, en tout cas vivre ce type de projet, quand je dis ce projet de sa phase de setup et notamment à sa phase de run, qu'est-ce qui est important à retenir de ton point de vue? Qu'est-ce que doit retenir l'auditoire, de ton point de vue? Je le redis, c'est hyper important, c'est la dimension, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est la dimension vraiment humaine, son corollaire politique, c'est-à-dire le choix stratégique, mais également justement l'accompagnement des équipes, ça c'est clair. Et il y a toute la partie technologique, c'est-à-dire que ce n'est pas des projets dans lesquels on se lance en one-shot et puis après on passe à autre chose. C'est des projets, on a vu que le marché évolue très vite, les technos évoluent très vite. Faut avoir une ligne stratégique claire et une souplesse qui va avec cette stratégie pour que demain, il va y avoir forcément des choses qui vont évoluer. Et donc, il faut sélectionner les bonnes technologies qui ont la capacité à s'arrimer ou à se désarrimer en fonction du temps et des besoins avec telle ou telle technologie ou source de données. Et donc, évidemment, c'est le choix dans cette stratégie de technologies qui sont capables de cette souplesse. Tout à fait. On ne savait pas un matin en disant tiens, je vais faire ce type de projet. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vision, comme je disais, un impact sur l'organisation et aussi une préparation de la data, c'est-à-dire la collecter, la centraliser, la réconcilier pour mieux la digérer et mieux l'exploiter. Optimove n'est pas magique non plus. Et il faut en amont des personnes formées et des data propres, idéalement, et préparées. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on puisse clore cette session. Donc, j'espère que cela vous a permis d'apporter quelques réponses à vos questions. Dans tous les cas, vous allez trouver nos coordonnées en fin de temps de ce webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous poser les questions que vous souhaitez, que ce soit d'un contenu technologique, d'un contenu conseil ou organisationnel ou outil. On est bien évidemment à votre disposition. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.